Cette session va porter sur les marchés émergents, puisque c'est le thème général de ces journées sur les marchés. Il était bien sûr nécessaire, indispensable de parler des marchés émergents, parce que c'est l'actualité quotidienne de ce que l'on entend sur l'ascension fulgurante des pays émergents et de leurs marchés, les grands déséquilibres économiques sur la planète, facteurs de crise entre pays créditeurs et pays créanciers, sur les flux d'échanges et les flux financiers qui se sont réorientés fortement sur les 20 dernières années, et espoir et désillusion, espoir parce qu'il est dit fréquemment et sans arrêt même que nos économies occidentales sont ralenties durablement et que les espoirs de croissance globale de l'économie mondiale reposent sur la croissance des pays émergents qui ont effectivement connu sur les 10-15 dernières années, selon les cas, des croissances à 2 chiffres, alors que nous pataugeons, dit-on, à des hauteurs à 0, 1, 2, voilà. Alors après, ça dépend des conjoncturistes et des moments, et de la conjoncture, bien sûr. Les marchés et les désillusions, pourquoi? Parce que il y a aussi, à travers l'ascension de ces économies émergentes, pose un grand nombre de problèmes à nos économies, des problèmes que l'on connaît bien, que l'on commande sans arrêt, délocalisation, sur l'inégalité des échanges, sur les pertes d'emplois et de marché, et sur la compétition croissante entre entreprises émergentes de ces pays émergents et entreprises occidentales dans les chasses gardées occidentales qui étaient à la fois les pays du monde en développement et nos marchés tout court intérieurs des pays occidentaux. Voilà, autour de ce thème, pour essayer d'y voir un peu plus clair et refaire la genèse de tout ça, nous avons réuni Michel Aglietta, qui est professeur à l'Université de Paris-Nanterre et conseiller scientifique au CEPI, le Centre d'études prospectives internationales, et à Groupama, aussi conseiller, qui a beaucoup travaillé sur la Chine et sur l'émergence et la modification de l'économie, les mutations de l'économie chinoise. Nous aurons ensuite Bernard Hockmann, directeur au département du commerce international de la Banque mondiale, et tous deux nous expliqueront comment s'est opéré ce basculement et qu'est-ce qu'on peut en attendre ou en redouter. Puis Joël Rué, qui est au Centre français de la Chine contemporaine à Pékin, qui a auparavant été à Delhi et a donc pu observer en Inde et en Chine ces économies émergentes, leur fonctionnement et en particulier le fonctionnement de leurs entreprises, et qui maintenant travaille à l'IDRI, l'Institut de développement durable et relations internationales à Sciences Po. Et enfin, Yves Zlotowski, économiste en chef de COFAS. COFAS étant l'assureur et assureur des entreprises françaises exportatrices pour les contrats d'exportation. Mais vous nous direz de quoi il en retourne exactement. Pour commencer, Michel Aglietta, si vous vouliez faire un exposé sur ce basculement de l'économie mondiale. Merci beaucoup. Merci. On aura une demi-heure pour parler à la fin. Alors, on est assez pressé parce que toutes ces journées ont l'air d'être une course d'obstacles contre le temps. Donc, je vais essayer d'aller assez rapidement pour les grandes forces qui aujourd'hui sont, et pour, disons, jusqu'à 2050 en tout cas au moins, sont les forces qui vont dominer le mouvement de l'économie mondiale. Donc, je vais faire premièrement histoire, deuxièmement géographie, si vous voulez, troisièmement perspective. Histoire, il faut quand même avoir une idée du XXe siècle pour savoir qu'est-ce que c'est que le développement et le rattrapage. Et il y a eu un très très grand statisticien, historien qui s'appelle Madison, qui à l'OCDE a fait des travaux de moine véritablement, reconstruisant des statistiques et nous arrive à nous donner un panorama de choses assez importantes. Si vous prenez simplement le graphique, le tableau de droite sur la croissance du PIB, qu'est-ce que vous voyez? Ce qu'on appelle rattrapage, c'est une croissance beaucoup plus forte des pays qui sont en retard sur les autres.
Vous voyez que sur le premier demi-siècle du XXe siècle, 1900-1950, vous avez pratiquement aucun rattrapage, bien au contraire, hein. Tout le reste du monde que les pays, disons, occidentaux, se croissent ou décroissent. Hein. Vous vous rendez compte que la Chine décroît pendant 50 ans à travers les guerres civiles, les révolutions avortées, etc., et ensuite l'invasion japonaise. Donc il faut bien voir que le premier XXe siècle est un retard formidable. Et ensuite le rattrapage, si vous regardez le rattrapage, c'est-à-dire les pays dont la croissance est beaucoup plus forte, vous avez, dans la seconde partie du XXe siècle, vous avez le Japon, et vous avez le reste de l'Asie. Donc la convergence, comme on dit, est très conditionnelle puisqu'elle n'est pas généralisée et en fait elle se limite à l'Asie jusqu'en 2000. Quels sont les éléments les plus importants? Eh bien, les éléments les plus importants en particulier sont que l'Afrique, si vous voulez, est restée complètement dans l'étau du colonialisme puis du post-colonialisme jusqu'à la fin du XXe siècle. Et, disons, le délaissement agricole, l'absence d'éducation, la domination des anciennes puissances coloniales, le clientélisme qui va avec. René Dumont, qui est un très très grand sociologue, spécialiste de l'Afrique, dès la fin des années 50, avait perçu que l'Afrique était mal partie et n'irait pas très loin dans le type de rapport politique, géopolitique de la période. Et vous voyez, cette idée de convergence conditionnelle ici, elle est bien représentée dans la courbe en mauve, disons, la barre en mauve exprime le taux de croissance moyen. Vous voyez, c'est des très grandes périodes. Vous prenez seulement la fin, là. 1950-73, 73-90 et 90-2005. Et le taux de croissance en bleu, c'est celui du pays qui va le plus vite dans le monde. Donc l'écart entre les deux exprime la rapidité de la convergence pour ce pays-là. Vous voyez qu'elle est extrêmement forte avec des pays asiatiques. Le Japon est le champion de la période jusqu'au choc pétrolier, puis la Corée du Sud et enfin la Chine qui est le champion de la période toujours en cours à partir de 1990. Quels sont les ingrédients du succès? Parce que c'est ça qui est important. S'il y a des pays qui convergent et d'autres pas, ça veut dire qu'ils ne font pas la même chose ou qu'ils ne peuvent pas faire la même chose. Quels sont les ingrédients du succès? Il y en a essentiellement deux. Le premier, le taux de change. Si vous voulez avoir une politique de développement, il faut absolument avoir un taux de change sous-évalué et qui s'apprécie progressivement en même temps que le revenu réel de la population progresse. Et le deuxième élément, il faut avoir une politique industrialiste. C'est l'industrie qui est un secteur à rendement croissant, comme on dit, c'est-à-dire à progrès de productivité qui se cumule, et tout le pays qui n'arrive pas à ancrer son processus de développement sur l'industrie n'arrive à rien. Ça, ce sont les grands enseignements, si vous voulez, donc d'un demi-siècle de développement. Mais l'industrie ne va pas tout seul. Autre élément de cette force de l'Asie, c'est l'État. C'est-à-dire il n'y a pas de convergence, il n'y a pas de processus de développement suivi, prolongé, sans une direction étatique continue extrêmement forte. Un État fort, un État développeur. On est tout à fait à l'opposition de la vision libérale. Hein. Il faut vraiment oublier la vision libérale si vous voulez avoir une idée quelconque sur les succès en termes de développement. Il faut des incitations fiscales, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le taux de change et la maîtrise financière, c'est-à-dire ce que les libéraux appellent répression financière, est la condition pour pouvoir avoir véritablement un système financier qui s'oriente vers le développement. Alors, vous l'avez eu en Corée, vous l'avez eu au Japon, vous l'avez en Chine, et surtout ne pas s'endetter en devises étrangères, sur les bases de son épargne interne orientée vers un processus de développement de l'industrie. Certes, le taux de change sous-évalué pose problème, mais il en pose moins si on pose la chose suivante. Il doit monter, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure de la progression du niveau de vie. Le taux de change, ce qu'on appelle le taux de change réel, c'est-à-dire une fois que vous avez enlevé les prix, c'est la force en quelque sorte de la monnaie, hein, par rapport à sa capacité d'acheter les biens. Si vous prenez la Chine, depuis 2005, il a monté de 25%. Ce qui veut dire que vous avez ce processus de développement et d'augmentation du taux de change en même temps que l'économie s'enrichit.
Elle s'enrichit parce qu'elle crée de l'emploi, elle fait de la croissance. Elle s'enrichit parce que progressivement, elle peut acheter les biens étrangers de moins en moins cher parce que sa monnaie augmente en valeur. Elle s'enrichit de deux manières. Mais elle le fait dans le processus de développement, de manière endogène. Il est tout à fait absurde et même scandaleux de dire, par exemple, à la Chine, vous devez d'un coup monter de 20% votre taux de change, etc. Et heureusement, ils ne l'ont pas fait, contrairement aux Japonais dans les années 80, qui ont détruit leur économie sous la pression américaine parce qu'ils l'ont fait. Géographie. Géographie, le point important, c'est qu'il faut sortir définitivement du dialogue de cette idée nord-sud. Ça n'existe plus nord-sud. L'OCDE l'a compris en identifiant 4 groupes de pays. Ce n'est pas un monde à 2 vitesses, c'est un monde à 4 vitesses. On a des pays qui sont encore opulents, c'est le groupe des pays à revenus les plus élevés. Et vous voyez qu'ils ont 20% de la population mondiale et encore 80% du revenu. Ça ne va pas durer. Mais ils sont encore en effet opulents relativement aux autres. Vous avez les pays convergents. On appelle pays convergents des pays dont la croissance est très forte sur longue période. C'est ceux qui sont capables de tenir une croissance régulière longue. Le benchmark qui a été pris, là, c'est de dire, j'appelle convergents des pays dont la croissance a été 2 fois plus rapide que la croissance des pays opulents sur toute la période 90-2007. C'est-à-dire une croissance forte, mais régulière. D'autres pays ont eu des phases de croissance, mais qui n'ont pas tenu. C'est ce qu'on appelle les pays précaires. Et enfin, il y a les pays pauvres dont le revenu, jusqu'en 2000, a stagné, mais qui, heureusement, commencent, semble-t-il, à décoller. Et si vous voulez, la bonne nouvelle, c'est qu'il semblerait que depuis l'an 2000, c'est-à-dire depuis le moment où, d'une certaine manière, grâce aux crises asiatiques, latino-américaines, russes, qui se sont succédées à partir de 1997, les pays qui ont subi ces crises ont enfin abandonné la doxa occidentale, c'est-à-dire ont abandonné ce qu'on appelle le consensus de Washington et ont repris en main leur destin. La première chose à faire, c'est qu'ils se sont débarrassés du Fonds monétaire international, qui était la première chose à faire. Et la deuxième, c'est d'avoir une politique macroéconomique de recherche de développement industriel sur leur propre base. Et on reparle de l'industrie. Vous voyez, ce graphique-là est tout à fait intéressant. Les pays dont la croissance, qui sont convergents, sont les pays dans lesquels l'industrie croît très très vite et beaucoup plus vite que justement les pays développés. Au contraire, les pays dont le développement de l'industrie reste très faible sont les pays qui n'arrivent pas à tenir une croissance régulière et par conséquent ont pas mal de problèmes. Autre transformation considérable qui résulte de cette généralisation de la convergence qui est en train d'apparaître, c'est que le commerce international entre pays qu'on peut appeler émergents entre guillemets, mais à mon avis ce vocabulaire n'est plus valable, eh bien croît beaucoup plus vite que le commerce avec les pays occidentaux, contrairement à ce qui se passait avant l'an 2000. Évidemment, la période récente avec la crise occidentale, la crise de système financier non viable de l'Occident, a évidemment favorisé ce processus. Ce moteur va continuer énormément. C'est pour ça qu'il y a vraiment un espoir formidable. C'est que on va vers une urbanisation gigantesque de pays dont la population est encore à majorité rurale. La Chine a encore 50% de sa population à la campagne et va en 20 ans faire passer en ville 400 millions de gens. Ce qui veut dire, si vous voulez, environ 200 villes entre 1 et 5 millions d'habitants vont être construites. Il est clair que ça va transformer complètement la demande, la structure de la consommation, des revenus des pays qui vont être entrés dans ce processus. Et l'autre élément qui est très intéressant, c'est le développement de processus d'innovation dans les pays qui ont déjà une base industrielle et qui vont maintenant passer à un niveau de concurrence en technologie des pays avancés aujourd'hui, ce qu'on appelle en particulier les technologies indigènes, les innovations indigènes et les innovations frugales.
Non, je vais rapidement dire quelque chose dessus. Donc, quelles sont les perspectives par rapport à ça? Ben, si vous voulez, là, il y a un ensemble des perspectives sont liées à des projections qu'ont pu faire un certain nombre d'organismes. Là, j'ai pris en quelque sorte un point moyen de ces projections. Vous voyez, quel a été, alors là on le prend, comme on dit, en parité de pouvoir d'achat, de façon à avoir le même système de prix, de façon à avoir, si vous voulez, le poids des différents types d'économies. Vous voyez ce que c'était en 1990. En 1990, les pays occidentaux, plus le Japon, disons, les pays développés, faisaient environ 4 fois le poids de l'Asie, qu'on appelle l'Asie convergente, 4 fois. En 2050, ils en feraient la moitié. Vous voyez un peu la transformation du monde qui est en train de se produire et qui va s'accélérer dès cette décennie et surtout dans les 20 prochaines années pour la montée de l'Asie à un niveau de pays très développé. Et ensuite, pour le point intéressant, c'est que vous voyez, si vous prenez la ligne Afrique, vous voyez qu'à partir de 2030 et jusqu'en 2050, il y aura enfin un décollage extrêmement puissant de l'Afrique. Donc c'est un monde complètement différent de celui, et pour ceux qui vivront en 2050, un monde complètement différent dans lequel, c'est pas malheureusement, parce que finalement ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance va se trouver là où est la population. La masse humaine, les forces de la population humaine, c'est ça qui va finalement l'emporter sur toutes les autres caractéristiques. Et là, évidemment, nous n'avons pas la population. Nous sommes très, très petits en termes de population mondiale. Et si le poids économique se rapproche de celui des populations, il est tout à fait normal que nous régressions relativement. Mais notre niveau de vie va continuer à monter grâce justement à cette évolution, à cette convergence des autres. Nous serons évidemment moins puissants au plan politique, militaire, économique qu'on ne l'a été. Il y aura 3 mondialisations, et je termine là-dessus, pour pouvoir faire cela. Ce n'est pas du tout, si vous voulez, dans un monde de démondialisation que ça va se produire, mais dans un monde de mondialisation fortement transformé par rapport à celui qu'on a connu. Ce qu'on a connu, c'est une mondialisation financière débridée, dont les caractéristiques ont finalement été de mener dans le mur toute l'économie mondiale. Il s'agit de mondialiser le capital humain, c'est-à-dire un développement massif de l'éducation. Et vous voyez, là, il est mesuré d'une manière assez fruste, mais pour comparer au niveau mondial, on n'a pas grand-chose de plus. Si vous regardez ce tableau rapidement, vous voyez que l'éducation va monter partout en termes de nombre d'années d'éducation pour fabriquer du capital humain qui est le plus important, c'est-à-dire l'intelligence humaine dans une économie de la connaissance. Eh bien, vous voyez que dans tous les pays du monde, il va croître très vite, et en particulier en Afrique, il va y avoir un effort d'éducation probablement très important et qui commence maintenant et qui va se prolonger jusqu'en 2050. Mondialisation des technologies, 2 choses que je voudrais dire. Vous avez dans les grands pays émergents déjà un effort fantastique d'investissement pour ne plus être à la remorque et vendre des produits bon marché qui ont été, si vous voulez, conçus ailleurs, mais pour développer, en particulier la Chine a pris 7 industries stratégiques à développer, et ces 7 industries stratégiques sont aux frontières de la technologie contemporaine et allant vers des innovations du futur. Ce que veulent faire ces pays, c'est ce qu'on appelle le leapfrogging, c'est-à-dire sauter au-dessus de l'imitation occidentale, pour essayer d'aller vers un type d'innovation beaucoup plus lié à la demande de pays dont les revenus sont relativement bas. C'est ça qu'on appelle innovation frugale, une capacité à utiliser la très haute technologie pour produire à très bas coût des produits très sophistiqués servant, par exemple dans l'équipement médical, par exemple dans le traitement de l'eau, etc. Et servant, et il faut que les entreprises occidentales fassent la même chose. C'est-à-dire, si elles veulent être compétitives, c'est-à-dire puissent servir, disons, des populations dont le niveau de vie est entre 1 000 et 3 000 $. Et donc faire rentrer dans le monde moderne des populations dont le niveau de vie
est beaucoup plus bas que le niveau de vie moyen des pays occidentaux. C'est en ça qu'il faut une transformation très importante des technologies. Et là, il est clair que les pays émergents, les entreprises des pays émergents ont évidemment un certain avantage comparatif car ils sont plus proches de la demande. Dernier élément, en mondialisation de la finance. Et là, vous avez un défi. Le défi, c'est l'opposition entre ce que j'appelle le modèle Wall Street, c'est-à-dire le modèle des marchés de capitaux, des grandes banques d'affaires qui mènent le jeu, par rapport à la conception chinoise. La conception chinoise consiste à se garantir ses approvisionnements et son commerce extérieur par la finance et la monnaie. La Chine internationalise sa monnaie, non pas pour devenir un concurrent du dollar, mais pour se dégager du dollar, dégager son commerce international du dollar. Et elle cherche essentiellement à établir des contrats à long terme. Pensez à la relation Chine-Brésil. La Chine est maintenant le premier partenaire du Brésil, largement passé devant les États-Unis. Eh bien, mais ce n'est pas du tout le même type de partenariat. C'est des prêts à long terme à taux garantis et bonifiés de la Chine pour permettre au Brésil de développer des infrastructures qui permettront d'établir des relations contractuelles avec des prix garantis sur le long terme dans des échanges produits industriels de toute nature, produits industriels, matières premières. Donc vous avez un enjeu très intéressant dans l'économie mondiale, une finance mondialisée, mais pas du tout une finance de marché. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir résumé en 15 minutes un siècle d'évolution économique. Il fallait le faire quand même. Merci professeur Alieta. Monsieur Bockman, est-ce que vous pourriez nous retracer, nous expliquer quelles sont les stratégies de flux financiers et de flux de marchandises qui traversent l'économie mondiale maintenant et d'expliquer les mécanismes par lesquels les pays émergents diffusent leur économie et leur puissance économique sur la planète à travers leurs entreprises, mais aussi à travers leurs finances, les fonds souverains et les finances publiques. Vous avez un quart d'heure. Ok, merci. Je vais prendre pas plus que 10 minutes, j'espère. Bon, je ne suis pas sûr que je vais répondre à toutes les questions, mais je voudrais parler sur l'aspect de l'espoir et l'aspect des désillusions. L'espoir, nous avons déjà entendu beaucoup. Je suis complètement d'accord avec toutes les choses bien qui étaient associées avec la croissance des pays émergents. Et en cours, ça veut dire un monde qui est beaucoup plus multipolaire que nous avons eu depuis des décennies. Les désillusions que je vais parler, c'est la manque du leadership des pays émergents, et ça, c'est quelque chose qui doit changer, et je crois que ça va changer, mais maintenant, c'est un peu une désillusion. Vous avez déjà entendu, et vous comprenez qu'il est bien connu que les pays émergents ont considérablement accru leur part du commerce international. La part de commerce dans le PIB de ces pays a doublé dans les 2 dernières décennies, et ça passe de 30% il y a 2 décennies jusqu'aux 60% aujourd'hui. Et ça un change vraiment très très fort et assez vite fait. Ça, c'est assez bien connu. Peut-être moins bien connu, c'est aussi l'expansion des entreprises qui vient des pays émergents. Jusqu'au début des années 2000, des fusions et des acquisitions internationales étaient plutôt un jeu pour des entreprises qui viennent de l'OCDE. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Depuis 2005, la part des investisseurs des pays émergents a accru beaucoup, et on peut voir ça dans ces graphiques. Les parties bleues, c'est la part des pays émergents dans les acquisitions et des fusions. Et les projections sont que ça va augmenter beaucoup plus.
Les sources sont, c'est pas surprenant, c'est la Chine surtout, mais aussi des pays comme Singapour, Malaisie et l'Inde. Et comme j'ai dit, les projections sont que ça va continuer comme ça. Sur la part des entreprises, la part de l'investissement qui vient des pays émergents va aussi augmenter dans le même sens que le commerce international a déjà accroître. La croissance des marchés émergents est le résultat des réformes politiques et économiques. Vous avez déjà entendu le modèle qu'ils ont appliqué. Et c'est vraiment la décision, c'est à cause des décisions des dirigeants de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de vraiment s'intégrer dans l'économie mondiale. Et cette stratégie de croissance a fortement bénéficié d'un système commercial ouvert et régulé. Et ça veut dire c'est le système de l'OMC. Et ils ont vraiment bénéficié beaucoup de tout ce système qui a été mis en place depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais l'OMC n'a pas de règles générales sur la politique affectant les investissements directs et les règles en matière de subventions et d'autres formes de soutien aux industries nationales sont assez faibles. La croissance des pays émergents a créé des tensions et comme nous savons tous, le Doha Round des négociations de l'OMC sont paralysés. Les leaders des G20 ont demandé il y a une semaine qu'il soit repensé. Il faut faire quelque chose d'autre. Et le problème, je pense que le focus de cette négociation était surtout sur l'agriculture, sur la libéralisation des produits industriels, et c'est vraiment une agenda qui est un peu passée. Et le poids de l'économie maintenant, c'est surtout, ça va vers des choses qui se concentrent sur des aspects des services et des investissements et des flux de capitaux. Il y a de la recherche à la Banque mondiale qui indique que la libéralisation du secteur des services devrait être une priorité dans le repensement de ce qui se passe à l'OMC. La barrière au commerce des services et à l'investissement sont souvent élevées dans les pays émergents et sont supérieures à celles des pays de l'OCDE. Cette graphique montre une estimation de la hauteur de la barrière contre le commerce en services et l'habilité d'investir. Dans les pays, on peut voir que dans les pays émergents, dans les pays en voie de développement, les barrières sont plus hautes que les barrières à l'OCDE. Ça, c'est important pour l'OMC parce que les pays industriels, surtout les États-Unis, mais aussi les pays comme la France, ont un avantage comparatif sur les services. Étendre l'accès au marché des services augmentera la consommation intérieure dans les pays comme la Chine qui ont un surplus et en même temps va supporter beaucoup plus d'exportation de ces services des pays comme France et les États-Unis. Et ça, c'est important parce que ça va aussi supporter l'équilibration mondiale qui est nécessaire pour supporter cette nouvelle modèle qui va être mise en place pour qu'on voit toutes ces choses que le professeur a montrées dans la part des marchés jusqu'au 2050. C'est une agenda qui est assez compliquée et difficile, mais il y a beaucoup qui a déjà changé et des progrès, c'est possible. Beaucoup de pays se sont commis à des vastes engagements sur les services dans les accords régionaux. Ils ne le font pas à l'OMC, mais ils le font dans des accords bilatéraux. Et les engagements dans ce type de coopération vont bien au-delà de ce qu'ils vont bien voulu considérer dans le cadre de l'OMC. Et cette image, ce sont des secteurs en bas, et le parti de barreau qui est bleu indique
le couvrage des commits, c'est quoi un commitment? Engagement. Les engagements qu'ils ont faits dans l'OMC sur des services, et les autres, le vert et le mauve barre, indiquent l'additionnalité qu'ils ont fait dans les traités régionaux ou bilatéraux. Ça illustre que c'est possible, c'est une agenda qui marche, mais ces traités n'incluent pas les grands pays émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil. Et ça, c'est vraiment une raison pour mettre tout ça dans l'OMC. De nouvelles règles de jeu doivent être établies dans d'autres domaines aussi. Ce n'est pas seulement une agenda de les services et les investissements. Par exemple, il y a la limitée des exportations pour soutenir la consommation locale, l'accès aux ressources naturelles, l'énergie, de l'eau, les subventions et les mesures de politique écologique, la discrimination dans les échanges publics. Il y a un temps des issues comme ça qui ne sont vraiment pas traités très bien dans l'OMC. Il est dans l'intérêt des pays émergents de s'engager sur cette agenda. Ils ont un intérêt dans les investissements sortis, parce qu'ils ont des capitaux maintenant, et la réduction des coûts des services est quelque chose d'autre qui est important pour ce pays, pour la productivité, et ils sont de plus en plus confrontés avec les effets négatifs des actions d'autres pays. Revitaliser le processus de l'OMC réclamera du leadership de la part des pays émergents. Et c'est important parce que cette leadership, on ne voit pas maintenant dans les États-Unis. L'Europe a des problèmes qu'on peut lire tout jour dans les journaux. Ça doit être quelque chose qui vient des pays émergents. Mais il y a un manque de cette leadership. Ils en bénéficient beaucoup de la système, mais ils investissent pas beaucoup dans le système. Comment ce leadership, ça vient d'où? Et moi, je voudrais dire que ce dont on a besoin, c'est une mobilisation des groupes internationaux qui voient les bénéfices qu'ils peuvent tirer de la poursuite de la coopération internationale. Une première étape pour progresser, c'est peut-être de déplacer le focus. Et maintenant, et depuis il y a 10-20 ans, le focus de la coopération, c'est vraiment se concentrer sur des accords légaux. Et ça ne marche pas très bien. Et c'est à cause de ça, le Doha Round illustre ça. Et il faut d'abord bâtir la confiance et établir une compréhension commune des bénéfices que les pays peuvent retirer de la coopération dans certains secteurs. Cette sorte d'analyse et cette sorte de processus est à la base des organisations comme l'OCDE, comme le APEC, the Asia Pacific Economic Cooperation, dans le Pacifique, mais pas dans l'OMC, parce que l'OMC est vraiment une organisation pour négocier des accords qui sont légaux, qui sont enforceables. Contrôlable. J'espère que vous me comprenez. Il n'y a pas de raison qui empêche les structures existantes de l'OMC d'explorer comment les politiques actuelles affectent les partenaires commerciaux et comment des changements de politique bénéficieraient tous les pays. Une condition préalable est que les pays émergents soient prêts à s'engager sur ces questions. Et je crois que ça, c'est vraiment un défi maintenant, parce que sinon, le risque monte d'un effondrement du système multilatéral. La possibilité de protectionnisme monte, les tensions qui existent, et on a vraiment besoin d'un système multilatéral qui fonctionne, et ça veut dire qu'il faut engager pour sauvegarder ce système. En résumé, les politiques commerciales des pays émergents sont devenir beaucoup plus libérales. C'est à cause de ça qu'on a vu cette croissance. Ces pays ont retiré de gros avantages du système multilatéral commercial.
Mais il est temps maintenant pour eux d'investir de façon accrue dans le système. Et je crois que les entreprises du pays émergent ont un grand rôle à jouer de tout ça. Et je crois que peut-être ça, c'est quelque chose que les autres panélistes vont discuter maintenant. Merci. Merci. Je pense que ça pourrait être l'objet du débat qui suivra, mais c'est vrai que on peut se demander si cette nouvelle phase de la mondialisation, qui n'est pas un recul de la mondialisation, mais une nouvelle phase de la mondialisation, peut se dérouler de façon aussi coopérative et aussi bénéfique pour tous que jusqu'ici l'un et l'autre intervenant l'ont présenté. Je crains que les choses ne puissent être plus conflictuelles qu'elles ne le sont dans les exposés que vous nous avez faits, malheureusement. Mais bon, ça sera l'objet, à mon avis, du débat qu'on pourra avoir après. Mais en attendant, parmi les acteurs de cette nouvelle phase de la mondialisation, les entreprises, les multinationales émergentes, c'est-à-dire ces entreprises nées dans les pays émergents et qui ont connu une croissance à la mesure, voire plus d'ailleurs, que celle de l'ensemble de l'économie de ces pays, en font maintenant des acteurs incontournables et de plus en plus importants de cette phase économique. Et Joël Ruet, j'aurais voulu que vous nous décriviez un petit peu d'où sortent ces entreprises, dont les noms sont assez peu connus dans nos débats habituels. Il y en a quelques noms parfois qui arrivent jusqu'à nous, mais finalement assez peu. Leur fonctionnement est assez peu connu, alors qu'elles jouent un rôle croissant et déterminant, et de plus en plus déterminant, dans des stratégies qui peuvent être de concurrence, mais aussi de coopération avec les grands groupes occidentaux. Joël Ruet. Très bien, merci. Je vais rebondir sur le mot coopération et puis essentiellement donner des messages d'espoir, parce que le titre de la séance, c'est espoir ou désillusion. Des désillusions, on en a beaucoup en ce moment, donc je vais essayer de me concentrer sur les messages d'espoir. D'autant que le décor a été campé de cette manière. En effet, on n'a pas nécessairement redouté le monde de 2050. C'est un monde qui en tout cas sera nouveau. Il y a de l'originalité, il y a du nouveau et c'est très bien de voir du changement. Ce que je vais faire, c'est essayer d'illustrer un petit peu, j'allais dire non pas le quotidien, mais les stratégies de quelques entreprises. Alors sans les nommer, c'est plus intéressant de voir quels sont les modèles qu'il y a derrière, mais en prenant des entreprises chinoises, des entreprises indiennes, donc des modèles liés à ces deux pays. Vous en reconnaîtrez peut-être certaines au passage. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est le modèle, et puis la manière dont ça nous questionne nous, dont ça questionne nos entreprises, dont ça questionne nos gouvernements, et dont ça pourrait questionner nos sociétés. Et je vais prendre 4-5 exemples comme ça en fonction du temps qu'on a en partant de paradoxes. Premier paradoxe, le petit mange le gros. On est habitué à l'inverse en général, le gros mange le petit, dans une économie qui serait compétitive, concurrentielle, etc. Il y a eu un certain nombre de fusions-acquisitions, il y a eu un certain nombre d'achats d'entreprises européennes ou américaines, enfin d'entreprises des pays développés par des entreprises des pays émergents, dans lesquels on a assisté à des rachats de grosses entreprises, d'entreprises anciennes, d'entreprises qui ont une histoire d'un siècle, par des entreprises récentes, des entreprises qui ont une croissance importante, mais qui avaient, si vous regardez bien, un chiffre d'affaires extrêmement faible, inférieur aux entreprises qu'elles ont rachetées, et une capitalisation qui était comparable, mais en tout cas un chiffre d'affaires extrêmement faible. Donc, premier paradoxe. Alors d'abord, c'est intéressant, c'est quelque chose de nouveau, et ce paradoxe s'explique là, pour le coup, par les bénéfices pour les émergents du consensus de Washington. Le consensus de Washington, la financiarisation, c'est de dire une entreprise vaut ses espoirs. Elle vaut l'espoir qu'on a en elle, l'espoir, l'anticipation de là où elle sera dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ces entreprises émergentes à taille comparable avec les entreprises occidentales, mais avec des taux de croissance infiniment supérieurs, avec par exemple 3-4% de croissance pour certaines entreprises européennes, et à l'inverse des entreprises indiennes ou chinoises qui ont des taux de croissance de 25% tous les ans, donc qui doublent de taille au bout de 3 ans, qui quadruplent de taille au bout de 4 ans, qui ont leur taille multipliée par quasiment 10 au bout de 5-6 ans. Vous voyez bien que quand une entreprise de ce type-là veut acheter une entreprise ancienne, les marchés lui font confiance. Et les marchés la valorisent non pas en fonction de ses ventes aujourd'hui, mais en fonction de ses ventes demain, dans 1 an, dans 2 ans, ce qui n'est pas si éloigné que ça. Donc,
le petit mange le gros, et ça a été théorisé par un patron chinois, le patron de Haier, qui est l'une des plus grosses entreprises de ce qu'on appelle le produit blanc, donc d'électroménager, qui lui a dit le rapide mange le lent. Pas qu'une question de taille, c'est une question de vitesse. Donc, premièrement, ces économies, ces entreprises réintroduisent l'idée de la vitesse, de la dynamique. Le monde peut changer. Ça, c'est un premier bouleversement. Deuxième bouleversement, ou deuxième paradoxe, nos clients sont nos atouts. Alors, pour une entreprise, on pourrait s'attendre à ce que, pour une entreprise, ses clients soient ses atouts. En réalité, lorsqu'on regarde le fonctionnement des entreprises occidentales jusqu'il n'y a pas si longtemps, les clients qui étaient leurs atouts, c'est-à-dire les clients sur lesquels elles basaient leur vente, leur chiffre d'affaires, étaient des clients un petit peu imaginés, des clients qu'on cherchait à créer, pour lesquels on cherchait à créer des besoins, et pour lesquels on cherchait, j'allais dire, à dénicher de nouveaux clients qu'on ne connaissait pas. Pour les entreprises émergentes, c'est tout à fait l'inverse. En particulier, un certain nombre d'entreprises émergentes, en particulier en Inde, sont organisées dans ce qu'on appelle un conglomérat, c'est-à-dire qu'elles ont une dizaine, vingtaine, trentaine, cinquantaine d'activités dans des domaines extrêmement variés. Et elles sont capables de rajouter de nouvelles branches d'activité très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'elles se fondent sur ce qui est leur valeur, qui est leurs clients, qu'elles connaissent bien. Elles connaissent bien leurs clients parce qu'elles savent quel est le thé qu'ils consomment, quels sont ses loisirs, quels sont les habits qu'il aime, quelle est la mode qu'il aime. Et bien le jour où il a besoin d'acheter une voiture, ces entreprises peuvent accompagner ce client. Le jour où ce client a besoin de s'intéresser à de l'informatique et des services informatiques, ces entreprises savent le faire. Et là, je pense bien sûr au conglomérat Tata qui ajoute des branches d'activité autour de ses clients. Et ça, c'est intéressant parce que les entreprises, dans ce cas-là, ne jouent pas un rôle différent du développement du pays, elles jouent le même rôle. C'est-à-dire que quand il y a un pays qui est en train de se transformer, les transformations considérables qui nous ont été décrites ensuite, eh bien, la même personne, le même habitant, le même citoyen voit ses besoins, ses idées changer, évoluer, et une entreprise est capable de l'accompagner lui, et ce faisant d'accompagner le développement du pays, et y compris de réfléchir avec le gouvernement, avec la société civile, au développement du pays. Et en Inde en particulier, mais au Brésil également, un peu en Indonésie, les entreprises sont très actives dans un débat public sur ce qu'est le développement et sur ce qu'est la nature qualitative du développement. Là aussi, c'est assez nouveau. On n'est pas uniquement dans des relations de lobbying du patronat par rapport au gouvernement qu'on peut voir dans certains pays que vous connaissez. Troisième idée, et je reprends le mot d'Antoine, la coopération. Eh bien oui, dans l'économie, on coopère. On échange, en particulier on échange des savoir-faire. On nous a parlé d'innovation frugale. L'innovation frugale, ça ne se fait pas dans son coin au sein d'une entreprise, ça se fait en réseau, ça se fait avec ses partenaires, ça se fait avec ses fournisseurs. Et sur la base d'enquêtes que des collègues et moi on a faites de manière répétée dans plusieurs de ces pays, y compris auprès des équipementiers français par exemple, des équipementiers de l'automobile, des équipementiers de l'aéronautique, je peux vous garantir que ces équipementiers français commencent à avoir des relations partenariales beaucoup plus souples, beaucoup plus de confiance avec leurs commanditaires chinois ou indiens, par exemple, qu'avec leurs donneurs d'ordre. Vous voyez, le mot n'est pas tout à fait le même déjà, français. Une grande partie de la productivité ou de la compétitivité, vous voyez, on est dans le registre de la compétition des entreprises occidentales, faire monter l'action, c'est fait aux dépens des fournisseurs. Alors, c'est fait aux dépens des fournisseurs émergents, mais c'est fait aussi aux dépens des fournisseurs historiques. Les équipementiers historiques français, européens ont retrouvé les marges de croissance, ont retrouvé les marges de compétitivité à l'international avec des clients internationaux. Et elles reviennent aujourd'hui, ces entreprises reviennent aujourd'hui sur les marchés développés via les investissements dans ces marchés développés des entreprises émergentes. Autre exemple qui là est peut-être plus chinois, vous allez voir, et vous voyez qu'on a fait un petit voyage en allant du très libéral, les marchés, la finance, en passant par nos clients, en arrivant aujourd'hui à du partenarial avec les fournisseurs. On continue à se déplacer vers le curseur de l'État. Ce qu'on remarque aujourd'hui sur les investissements chinois à l'étranger, par exemple, c'est que là, il y a un modèle un petit peu différent. Les Chinois investissent à l'étranger, bien sûr, dans les pays et dans les domaines dans lesquels ils ont besoin de ressources. C'est évident dans les ressources, les matières premières, l'énergie, en Afrique, en Asie centrale, mais aussi en Australie, en Amérique du Sud, partout. Bon. Ce qui est intéressant,
c'est que malgré tout, la Chine conserve une histoire de l'État, et conserve un savoir-faire de l'État. Un exemple, la Chine ne laisse pas aussi facilement ces entreprises sidérurgiques, dans le fer, dans l'acier, elle ne les laisse pas aussi facilement investir à l'étranger que d'autres entreprises, dans le pétrole par exemple. Non pas qu'elle ait de besoins moindres dans ces domaines-là, mais simplement les entreprises sidérurgiques sont moins sous le contrôle de l'État chinois que les entreprises pétrolières, et leurs intérêts, d'une certaine manière, sont un peu moins alignés sur les intérêts du développement du pays, puisque vous savez que la Chine a un plan quinquennal. Dans ce plan quinquennal, il y a ce qui a été mentionné par Michel Aglietta, à savoir 7 industries stratégiques, mais il y a aussi le rééquilibrage du pays, le rééquilibrage des investissements dans les zones moins développées de la Chine. Eh bien, les entreprises pétrolières chinoises sont plus alignées à cet objectif politique, public, national chinois que les entreprises sidérurgiques, et donc Pékin les favorise moins. Donc vous voyez qu'il y a toute une gamme d'originalité qui peut réouvrir notre questionnement, et puis surtout il y a des partenariats autour de ça. Les entreprises de ces pays ont gagné de la technologie par des savoir-faire, de la technologie par des partenariats avec les entreprises occidentales, alors parfois des partenariats choisis. Une entreprise occidentale veut gagner des marchés, elle transfère des technologies un petit peu plus anciennes, et puis aussi, des fois, par des partenariats imposés. La Chine sait très bien faire ça, là aussi, elle a une politique industrielle. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a des partenariats beaucoup plus équilibrés, et ce que les entreprises échangent aujourd'hui, c'est accès au marché émergent contre accès au marché international. Il y a de plus en plus d'entreprises occidentales qui montent des partenariats avec des entreprises chinoises, indiennes, brésiliennes, pour aller ensemble, non pas conquérir des nouveaux marchés, mais créer des nouveaux marchés. Bref, intégrer une partie du savoir-faire que les émergents ont développé. À partir de ce tour d'horizon, simplement 2 éléments de questionnement, et pourquoi je pense qu'il y a des éléments d'espoir à un niveau encore plus fondamental que pour les entreprises. Si on observe ce tour d'horizon, on pourrait se dire, bon, après tout, finalement, ces entreprises émergentes, elles gagnent sur les 2 tableaux, elles gagnent sur le consensus de Washington, et puis elles gagnent sur ce qu'on pourrait appeler le consensus de Pékin. C'est on vous accompagne à l'étranger si vous remplissez les bonnes conditions, etc. Oui, c'est vrai, mais moi je pense qu'il faut avoir une lecture là encore plus dynamique. Et je vais commencer par le dynamisme et la manière dont les clés de compréhension et de partage du monde changent rapidement. Je pense qu'on peut apprendre de la période qui vient de se passer. Dans la période qui vient de se passer, il y a eu mise en place de partenariats extrêmement importants. Bien sûr, il y a de la concurrence dans le monde, mais ces partenariats qu'on a vus sont des partenariats, par exemple, entre des entreprises du Nord et du Sud. Donc la concurrence aujourd'hui se met en place entre des alliances Nord-Sud. Vous pouvez avoir une alliance Nord-Sud une alliance Nord-Sud de 2 entreprises, une autre alliance Nord-Sud de 2 entreprises, et la concurrence a lieu entre ces alliances-là. Moralité, de cette manière-là, je pense que le capitalisme occidental a déjà commencé à apprendre un petit peu du capitalisme ou des capitalismes, si on veut être plus précis, émergents. Et moi, je pense qu'il y a un 2e domaine dans lequel on peut apprendre beaucoup plus, et là, ça nous concerne tous, puisque la politique n'est jamais loin de l'économique. Ce qu'on observe, bien sûr, ne soyons pas naïfs, c'est que ces pays ont des politiques industrielles, elles soutiennent un certain nombre d'acteurs, elles soutiennent un certain nombre de filières, elles soutiennent un certain nombre d'emplois, elles soutiennent la formation à la ressource humaine, au capital humain. Il y a une transition à gérer pour le monde du fait du rattrapage ou de l'émergence de ces pays. Je pense que l'Occident, nos pays, l'Europe, la France, peut également apprendre de ces politiques industrielles, et certainement pas dans un esprit de compétition, mais dans un esprit de coopération. On peut imaginer de la même manière des partenariats négociés pied à pied, ne soyez pas naïfs encore une fois. Les négociations seront dures, mais si on a une vision claire, si on a collectivement une vision claire de comment on veut travailler ensemble à l'échelle de l'Europe, et comment on veut travailler avec le reste du monde qui bouge, qui change nos lignes de partage et qui nous amène du nouveau, eh bien on peut définir une politique industrielle qui soit compatible avec la politique industrielle de la Chine, la politique industrielle qui est en train de se mettre en œuvre en Inde, avec celle que le Brésil a, en le disant plus ou moins, etc., etc. Et je terminerai simplement par un mot pour revenir aux entreprises. Les entrepreneurs émergents sont aujourd'hui d'autant plus demandeurs de ce type de partenariat qu'ils ont vécu finalement quelque chose d'assez classique, qui est qu'ils se sont multinationalisés. Quand on devient une multinationale, c'est parce qu'on est efficace à la base, donc
puisqu'on est efficace, on agrège beaucoup de choses, on a des acquisitions, on se développe, on s'internationalise, etc. Et puis à force de le faire, on n'est plus très efficace. Voilà. Donc là aussi, il y a un message d'espoir. On est à un moment de l'histoire industrielle dans lequel les industries émergentes doivent se recomposer. Elles le savent, elles en sont parfaitement conscientes. On peut négocier. Merci. Yves Zlotowski, le métier de la COFAS, c'est d'évaluer les risques que présentent les investissements ou les contrats d'exportation des entreprises françaises. Donc quand vous faites de l'analyse du risque pays et que vous regardez ce qui se passe dans les économies émergentes, quels sont les risques que présentent ces pays, les risques pour eux-mêmes et les risques pour les entreprises occidentales. Et peut-être qu'on aura là une vision un peu moins optimiste que ce qu'on a eu jusqu'ici. Alors je précise juste qu'en fait, on assure des exportations françaises, mais on assure aussi des transactions sino-chinoises, des exportations turques, des exportations argentines, des transactions allemandes, germano-allemandes, etc. Donc on est global, on est présent dans 65 pays, donc ça nous donne aussi pas mal un feeling assez fort sur les pays émergents. Donc je vais revenir un petit peu en fait sur ce qui s'est passé dans les pays émergents récemment, avec un peu les mêmes idées que Michel Aglietta, mais sur le beaucoup plus de court terme. Je pense que depuis 10 ans, les pays émergents ont connu une révolution radicale, complète. Et il y a 10 ans, les pays émergents étaient des pays dépendants financièrement, incapables de gérer les chocs, appelant l'assistance financière dès qu'il y avait un problème des pays avancés, pour des raisons liées au fait qu'ils étaient tout simplement en déficit courant, avec des dettes énormes, et aussi pour des raisons plus fondamentales de déficit institutionnel considérable. L'État, les institutions ne fonctionnaient pas. 10 ans après, on a des économies qui sont radicalement différentes. Alors, quand on regarde par exemple ce qui s'est passé en 2009, donc là vous voyez les taux de croissance des pays émergents par région, et vous voyez ce qui s'est passé en 2009, donc il y a bien eu effectivement un choc lié donc à la grande affaire Lehman Brothers. Donc vous voyez qu'il y a eu un ralentissement très fort dans les pays émergents. Bon, vous voyez que l'Asie, qui est tout en haut, elle a tout sauté un peu, elle a ralenti, mais pas de récession. Vous voyez globalement les pays émergents ont ralenti, mais il n'y a pas eu de récession. Il y a bien eu des zones, effectivement, dans lesquelles il y a eu des récessions. C'est l'Europe émergente et c'est la CEI, c'est-à-dire la Russie. Pourquoi ? Parce que dans ces pays, ce n'était pas seulement un choc externe, il y avait des problèmes internes et qu'en gros, le choc externe a été un catalyseur de problèmes, de surendettement. Donc en gros, c'était en fait une crise interne qui se prolongeait. La reprise a été phénoménale, très rapide dans les pays émergents. Alors, donc, ce qui s'est passé en 2009, c'est qu'il n'y a pas eu de découplage. Le découplage, c'est quoi ? C'est le fait que le cycle de croissance des pays émergents est indépendant des pays avancés. Ben non, ça c'est pas vrai. Les pays émergents sont restés dépendants de ce qui se passe chez nous, aux États-Unis, en Europe. En revanche, le fait nouveau et extraordinaire, c'est que les pays émergents ont géré le choc. C'est-à-dire qu'ils ont fait des politiques monétaires, des politiques budgétaires proactives, ils ont fait des paquets fiscaux énormes pour amortir le choc. C'est-à-dire qu'ils se sont pris en main. Et ça, c'est complètement nouveau. Alors, ce n'est pas nouveau en Chine, parce que la Chine avait déjà fait ça pendant la crise asiatique, mais c'est complètement nouveau en Russie, complètement nouveau au Brésil, complètement nouveau en Inde. Prenez un pays comme la Thaïlande, qui était en pleine crise politique, ils ont fait le plus gros stimulus fiscal de toute l'Asie. Donc vous avez des pays qui, on se disait, mais ce pays ne tiendra jamais en cas de choc. Non, ils sont capables aujourd'hui de mener des politiques contracycliques. Donc ça, c'est la nouvelle chose, c'est que ce sont des pays qui se sont complètement autonomisés, qui sont capables de se gérer eux-mêmes, qu'ils n'ont plus à appeler Washington dès qu'il y a un problème. Donc ça, évidemment, ça leur donne une force absolument nouvelle dans l'économie mondiale. J'ajoute autre chose, c'est que pourquoi ? Alors pourquoi ? D'abord parce qu'effectivement, ils ont l'expérience des crises passées, c'est-à-dire que les crises grecques, ils en ont connu un certain nombre. Et donc, évidemment, ces crises ont été, dans le passé, bon, il y a eu, vous savez combien de défauts souverains, de crises de change, il y en a eu des tas, je ne vais pas les rappeler. Donc finalement, ils ont eu cette expérience des crises, et donc maintenant, évidemment, ils savent les gérer. Donc ils ont d'abord accumulé des réserves, vous voyez en haut les réserves de change absolument considérables, donc ils ont des matelas de liquidité énormes, même c'est trop, même parfois, pour des tas de raisons qui sont liées aux politiques de change, mais qui sont aussi liées au fait qu'il y avait cette obsession chez les pays émergents de parer à toute crise de liquidité.
Puis la deuxième chose, c'est que les États émergents se sont désendettés considérablement. Et là, vous voyez en orange la dette publique dans les pays émergents, vous voyez en bleu la dette publique des pays avancés, je ne vous fais pas de dessin, c'est-à-dire que vous voyez très bien à quel point finalement, il n'y a plus aujourd'hui de grand État émergent surendetté. Et même si vous prenez le Brésil, qui est un État où la dette publique est quand même encore forte, c'est plus qu'une dette quasi domestique, donc ils ne sont plus dépendants de l'extérieur. Alors il y a encore quand même quelques petits cas d'école, heureusement, émergents classiques, hein. Il y a encore la Hongrie qui est très endettée, etc. Mais globalement, il n'y a plus le cas. Il y a eu 2 défauts souverains, je vous mets 2 défauts souverains pendant la crise, je vous mets au défaut de les citer. Bon, personne ne sait. C'est les Seychelles et l'Équateur, donc pas des économies qui ont un impact très systémique sur les pays émergents. Il n'y a pas eu de grande crise indonésienne, argentine, russe, etc. Voilà, donc ça, c'est la nouvelle chose. Mais ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question de gouvernance. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point dans les pays émergents, les administrations, les États se sont renforcés. On a fait des codes fiscaux, on a fait des réformes institutionnelles, on voit que on a fait des banques centrales qui fonctionnent, qui savent maintenant mener de la politique économique. Vraiment, toutes les institutions ont été bâties. Alors bien sûr, je caricature, parce que quand vous parlez des pays émergents, vous parlez des tas de pays, et il y a des pays où ça fonctionne plus ou moins bien. Il y a encore des pays où on flingue les banquiers centraux, il y a encore des pays où on les renvoie quand ils font pas plaisir à la présidente. Je parle de l'Argentine, mais globalement, on a une amélioration des institutions qui a été considérable et qui est aussi c'est ça la force de fond des pays émergents. Alors comme je suis le vilain petit canard, je ne vais quand même pas être uniquement positif, il y a quand même des risques, il y a quand même des problèmes, il y a quand même disons, des défis. Je ne vais pas aller jusqu'au mot. Alors le premier défi, ça a été pas mal évoqué, c'est la question de l'autonomisation de la croissance. C'est-à-dire que l'absence de découplage a été quand même un énorme choc dans les pays émergents, ils y ont cru. Ils ont cru, mais quand on a vu par exemple Vladimir Poutine au début de la crise dire la Russie ne sera pas touchée, on a vu Erdogan, le Premier ministre turc, dire non mais nous ça se passe chez nous, ça se passe chez les Américains, c'est pas chez nous. Bon évidemment ils étaient un peu obligés de voir que évidemment ça se passait chez eux. Quand on a vu la ville de Bursa arrêtée où plus rien ne produisait, quand on voit le port de Singapour qui s'est complètement arrêté quasiment du jour au lendemain, les pays émergents ont senti cette dépendance. Donc aujourd'hui, leur grande question des économies émergentes, c'est de se dire, en gros, la croissance, elle est foutue dans les pays industrialisés. Non seulement elle est foutue, mais maintenant, à court terme, il y a des risques de récession dans la zone euro. Donc il faut qu'on se protège des chocs. Et il reste, je pense, encore aujourd'hui, très dépendant de ce qui se passe dans les pays avancés. Alors, vous prenez évidemment l'Europe émergente, donc l'Europe de l'Est. Là, vous voyez, effectivement, ils ont encore la moitié de leurs exportations qui sont vers l'Europe, donc c'est sûr vers la zone euro. Donc, s'il y a une récession demain, voire au 4e trimestre dans la zone euro, ils vont le sentir. Quand vous regardez l'Asie émergente, vous voyez, l'Asie émergente a ceci d'extraordinaire qu'elle est très diversifiée, etc. Néanmoins, c'est un peu trompeur. C'est un peu trompeur parce que les exportations de l'ASEAN vers la Chine, c'est beaucoup de commerces d'assemblage qui ont pour acheteur final encore l'acheteur, le consommateur américain, le consommateur japonais et le consommateur. Donc il y a déjà de ce problème-là. Il est vrai que ce qui s'est passé, il y a eu pas mal d'études sur ce qui s'est passé après la crise de Lehman, où on a vu le commerce intra-asiatique rebondir beaucoup plus vite que le commerce mondial, grâce au stimulus fiscal chinois. Donc effectivement, et on a vu notamment qu'il y a eu des achats massifs de caoutchouc thaïlandais, de sidérurgie indonésienne par la Chine, où cette fois c'était bien la Chine qui était l'acheteur final. Donc il y a bien un rôle. Sur ce qu'a dit Michel sur effectivement la Chine devenant et en passe de devenir effectivement progressivement le partenaire principal des économies émergentes, ça n'est pas sans poser certains problèmes. Aujourd'hui, il y a un débat extrêmement fort au Brésil sur le thème « les Chinois sont notre premier partenaire commercial, ok, sont devenus un très gros investisseur, ok, mais ils nous achètent des matières premières et ils sont en train de déformer notre structure productive », le fameux débat sur la désindustrialisation. Donc, d'une part, à court terme, cette dépendance aux pays industrialisés, elle est quand même encore là pour quelques années. Or, on est face, on le sait bien, nous, à des croissances faibles. Puis deuxièmement, il y a le fait que la Chine, pour l'instant, achète quand même globalement beaucoup de matières premières, et ça a tendance quand même à déformer les structures productives. Alors, Michel l'a dit, il faut quand même de l'industrie, c'est très important. Et il est très important que le Brésil reste une économie diversifiée. C'est la grande force du Brésil, c'est d'avoir 50% de matières premières, 50% de produits intermédiaires. Donc premier défi, l'autonomisation de la croissance, qui est une question qui n'est pas encore résolue pour les pays émergents.
Le deuxième défi, c'est le financement du boom de l'investissement. Donc il y a eu un boom depuis 10 ans de l'investissement privé absolument extraordinaire dans les pays émergents. Si vous vous promenez en Turquie, vous verrez que c'est incroyable. En Chine, évidemment, je ne le décris pas. Vous avez deux modèles. Là, vous voyez le stock de crédit par rapport au PIB dans les économies émergentes. J'ai pris les données les plus récentes. Le crédit au secteur privé. Il y a deux modèles, en fait. Vous avez le modèle mexicain. Alors le modèle mexicain, c'est quoi? Vous avez des banques superbes, magnifiques, clean, propres, super bien gérées, mais qui ne prêtent pas à l'économie, qui n'ont aucun rôle dans l'économie réelle. Donc en gros, c'est des très belles banques, mais elles ne servent à rien. Et puis vous avez le modèle vietnamien. Alors le modèle vietnamien, c'est tout le contraire, c'est-à-dire c'est des banques qui prêtent n'importe comment, c'est-à-dire qu'en gros, le crédit est passé en 5 ans de 30% du PIB. Aujourd'hui, je regardais les chiffres hier, il était à 125, il y a 6 mois, c'était 60, donc ça commence à faire un peu peur. Donc effectivement, ça, c'est extrêmement positif pour la croissance. Qui dit beaucoup de crédit, c'est le modèle chinois. C'est-à-dire qui dit beaucoup de crédit, dit des taux d'investissement très forts, donc dit des croissances très forts. Mais derrière, évidemment, il y a un problème de contrôle. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des banques qui contrôlent leur crédit. C'est-à-dire on peut pas. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir à faire des banques super clean. Mais dans ces cas-là, elles ne font pas de crédit. Puis des banques pas terriblement, pas très propres, mais qui, elles, sont des acteurs fondamentaux de la croissance et créent de la croissance forte avec taux d'investissement fort. Alors, ça crée des risques quand même, ces problèmes de financement de l'investissement. On a beaucoup parlé, donc, l'État russe a fait défaut en 1998, c'est fabuleusement désendetté. Par contre, quand vous regardez le vert, c'est la dette des entreprises, je parle un horrible franglais, la dette des entreprises russes, elle a littéralement explosé. Pourquoi? Parce que les entreprises russes ont besoin de s'endetter, ont besoin d'investir. Le crédit domestique, il est dynamique, mais il ne va pas assez vite. Il ne va pas assez vite pour la frénésie d'investissement de ces entreprises, et donc elles s'endettent à l'extérieur. En plus, il y a eu un appétit des banquiers occidentaux pour les actifs émergents énorme. Donc elles se sont endettées en plus, on a sous-estimé le risque de ces boîtes sont très mal gérées, c'est des gouvernances déplorables, et donc évidemment, il y a eu un surendettement et un gros problème quand il y a eu le credit crunch en 2009. Mais l'État russe est intervenu, il a très bien fait les choses, il a fait qu'il n'y a pas eu trop de problèmes. Voilà. Le deuxième modèle, le deuxième problème, c'est par contre le problème du crédit domestique. C'est ce qui se passe en Chine, donc ça, on va peut-être parler dans le débat, c'est que quand même il y a des risques financiers, micro en Chine. Il y a ce fameux problème des collectivités locales, c'est-à-dire qu'effectivement les banques chinoises prêtent tellement qu'elles prêtent n'importe comment. Les collectivités chinoises n'avaient pas le droit de s'endetter, et donc effectivement elles ont une dette très élevée, alors qui est une dette domestique, certes, donc c'est pas gravissime, mais il y a ce risque quand même sur les collectivités locales chinoises qui sont très endettées. Troisième défi, c'est la question de la globalisation financière. Alors là, les pays émergents sont totalement traumatisés par ce qui s'est passé avant Lehman, après Lehman, et ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 2010, donc quand il y a eu Lehman, il y a eu des retraits de capitaux gigantesques des pays émergents. Les pays émergents n'y étaient pour rien, ils n'ont rien compris à ce qui se passait. Ensuite, quelques mois après, printemps 2009, les capitaux reviennent en masse dans les pays émergents. Là aussi, les pays émergents n'y comprennent rien, ils sont pour rien. Donc tout ça, ça veut dire, quand les capitaux se retirent, c'est très déstabilisateur, parce qu'il y a quand même des acteurs qui sont endettés en devises, les taux de change chutent, donc il y a des problèmes de règlement de la dette pour certaines entreprises. Quand les capitaux entrent massivement, les taux de change s'apprécient trop vite, donc ça c'est un problème à gérer. Et puis à nouveau maintenant, les banques européennes sont dans une situation donc, de course au dollar, donc elles prennent tous les dollars qu'elles peuvent, elles ratissent tous les dollars qu'elles peuvent, et donc à nouveau, les capitaux sortent des pays émergents. Donc là, les pays émergents se disent, mais attendez, nous on ne fait rien, il ne se passe rien chez nous, et on voit les capitaux arriver, sortir, rentrer, c'est ingérable. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui dans les pays émergents de se protéger contre la volatilité de la globalisation des capitaux. Et on a vu, début 2009, se développer des contrôles de capitaux. Alors chaque pays émergent a fait à sa sauce, a fait des choses de manière effectivement non coordonnée. Le Brésil, la Corée ont fait des choses, mais aujourd'hui, les pays émergents se méfient de la globalisation financière, et à juste titre, parce qu'il se passe des choses et ils n'y sont strictement pour rien. Donc il y a vraiment un sujet sur le contrôle, la montée des contrôles de capitaux, et avec ce qui se passe en Europe, ça va être à nouveau la question, et évidemment leur efficacité potentielle. Alors, dernier défi, c'est quand même ce qui s'est passé dans les printemps arabes, parce que c'est plus du politique, mais c'est une question là, qui va être fondamentale, donc on n'a rien vu venir, nous tous, ceux qui sont censés observer ces pays. On a vu donc que ces régimes ont été balayés par une force extraordinaire. Ce que je voudrais dire là, c'est que dans les pays émergents se posent des questions de la manière dont le politique peut gérer ces croissances fortes,
Je signale par exemple que le taux de croissance en Égypte avant la Révolution était de 7%. Donc on ne peut pas dire que la croissance était faible en Égypte, mais elle était fortement inégalitaire. Donc il y a dans ces économies, dans les économies émergentes, d'énormes frustrations socio-économiques qu'on peut capter par le PIB par habitant. Il y a des tensions inflationnistes qui sont extrêmement compliquées, des inégalités, des taux de chômage, et notamment des taux de chômage des jeunes très très élevés. Et les États, les institutions ont énormément de mal, évidemment, à gérer ça. Et j'ajoute que ce que nous n'avons absolument pas vu les uns les autres, c'est que dans beaucoup de ces pays émergents, donc pour nous, alors les pays émergents, c'était oui, il y a beaucoup de problèmes, mais enfin, ces États sont stables. Mais non, ils ne le sont pas. Et ils ne le sont pas, pourquoi? Parce que dans les pays émergents, il y a à l'œuvre des changements culturels extrêmement rapides qui font que ces frustrations se transforment en changements politiques effectifs parce que les populations ont les moyens de changer maintenant. Et quand je parle de moyens, je parle de moyens culturels. Elles ont accès à Internet, la téléphonie mobile s'est développée, le taux de fécondité a baissé, par exemple, beaucoup au Maghreb, et ça fait que le rôle de la femme est différent aujourd'hui. Donc ça veut dire que ce sont des sociétés qui pensent beaucoup, qui sont plus individualistes, qui pensent aussi à leurs droits, etc. La proportion des jeunes, etc., qui est de plus en plus importante dans certaines de ces économies. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il y a des risques extrêmement forts d'instabilité politique, de remise en cause de ces régimes qu'on croyait absolument inamovibles, parce qu'il se passe des changements extrêmement profonds, socio-économiques, dans ces pays émergents. Voilà. Très bien. Merci. Il est effectivement bon, je crois, de souligner qu'on ne peut pas avoir un tel bouleversement économique pendant une si longue période sans que l'ensemble des sociétés soient bouleversées et que des contradictions, celles qui sont apparues à travers le printemps arabe, les racines sont les mêmes que celles qu'on peut observer dans beaucoup de ces pays émergents. Et c'est pour ça d'ailleurs que les régimes de certains de ces pays évitent soigneusement que la contagion des printemps arabes arrive jusqu'à eux. Donc il y a quand même des enjeux politiques manifestes. Pour lancer le débat, j'aurais tout de même voulu que vous répondiez les uns les autres à une question sur « et nous là-dedans ?» Voilà. Et nous les Occidentaux, nos économies occidentales, là-dedans, à quel moment on tire bénéfice, vous l'avez un peu évoqué, de ces mutations, à quel moment on en pâtit beaucoup, et ça c'est le débat public qu'il y a quotidiennement, donc on ne va pas y revenir sur les délocalisations, on ne va pas le redécrire, mais il est extrêmement présent dans l'opinion, dans l'esprit des gens, de tout un chacun, et parce qu'il y en a des traductions concrètes, quotidiennes, sur les délocalisations, les produits importés, enfin vous connaissez tous ce débat. Voilà, donc j'aurais voulu avoir votre position là-dessus, parce que c'est vrai qu'effectivement, à part les tout derniers mots que vous avez Yves Lotowski, on est resté quand même sur un message il y a un basculement de l'économie et tant mieux. Voilà. Donc à quelles conditions ce tant mieux devient une réalité? Parce que si on compte effectivement sur la bonne volonté coopératrice au sein des institutions internationales, on risque d'être un peu déçu, me semble-t-il. Voilà, donc qu'est-ce qui peut faire que les uns et les autres soient amenés à trouver leur intérêt bien compris dans cette nouvelle donne que vous avez décrite? Michel Alietta, je vous interpelle sur ce sujet, et après on donnera la parole à la salle. Hein. Merci. Non, mais ce que je dirais, c'est que dans la situation actuelle, nous sommes quand même à mettre nos maisons en ordre, enfin que ce soit l'Europe et les États-Unis sont dans une crise qu'ils ont fabriquée. Ce n'est pas les pays émergents qui ont fait la crise chez nous. En conséquence, dans la mesure où ils n'ont pas capable pour l'instant, en tout cas on le voit des deux côtés, hein, vous avez une paralysie politique des deux côtés. Aux États-Unis, pour des raisons d'antagonisme aberrant, véritablement, hein, entre deux forces qui n'ont que l'envie de détruire l'autre, alors qu'en même temps, l'économie américaine a un mal fou à repartir en croissance et que sa dette risque d'exploser.
Il est clair que là, vous avez un risque formidable. Ce risque peut se manifester sur le dollar et par conséquent créer une instabilité mondiale que tout le monde subira, y compris les pays émergents, évidemment. Et le deuxième élément, c'est l'Europe. Bon, ben, je ne vais pas faire un grand discours là-dessus, c'est pas aujourd'hui l'Europe, mais l'Europe, si elle n'arrive pas à surmonter sa crise, peut créer une perturbation dans l'ensemble de l'économie mondiale tout à fait désastreuse et qui peut retarder pendant des années le processus dont on a parlé tout à l'heure. Donc, la responsabilité est d'abord dans les pays avancés, de retrouver des bases de stabilité financière et d'un projet politique et d'une croissance suffisante. Deuxième élément, à partir du moment où on en sera là, et compte tenu du développement en cours de l'autre côté, du changement des rapports de force, il est clair que l'organisation des relations internationales fondée sur le dollar et sur l'hégémonie américaine ne sera plus ne sera plus, si vous voulez. En conséquence, il y a un problème de gouvernance internationale tout à fait considérable qui se manifeste, bien entendu, dans le domaine de la monnaie et de la finance. Il y a quelque chose qui va devoir se passer pour la réforme du système monétaire international. Le G20 jusqu'ici a complètement échoué, y compris à Cannes. Finalement, rien ne s'est fait, mais le problème est devant nous quand même. Comment organiser un monde dans lequel les forces économiques ne sont plus constituées par un pays hégémonique qui peut, en quelque sorte, établir une cohérence d'ensemble, sans coordination, par le fait que ses intérêts, finalement, lorsque les autres le suivent, tout le monde y gagne. Ça a été le cas des États-Unis pendant une période. Il est clair que ce ne sera plus le cas des États-Unis. Donc un problème de gouvernance internationale considérable sur le plan monétaire, et puis tous les énormes problèmes qui arrivent, ce qu'on appelle aujourd'hui les biens publics globaux, c'est-à-dire tous les problèmes des ressources naturelles, les problèmes du changement climatique, le fait qu'on n'ait absolument pas les négociations environnementales n'ont pas avancé. Il est clair que s'il n'y a pas suffisamment, si vous voulez, de cohérence internationale et de vision d'une évolution permettant de lutter contre ces dangers qui sont plus importants que le danger de la finance, c'est-à-dire une catastrophe écologique se propageant dans le futur, sera une crise systémique encore bien pire. Si on n'est pas capable, et ces problèmes sont mondiaux, et il y a donc là un problème d'une gouvernance internationale minimale qui est à inventer, et effectivement sans lesquels les risques sont très importants. D'accord. Monsieur Bockman, sur cette idée de comment on peut parvenir à cette coopération que vous appelez de vos voeux avec des gouvernements, on pense généralement à la Chine, qui ont des stratégies d'abord de grande puissance et de défense de leurs intérêts bien compris, et c'est normal, mais aussi dans des contextes économiques où effectivement il y a des différentiels sur les salaires absolument colossaux, sur les normes environnementales, enfin vous connaissez tout ça. Voilà, donc là-dessus, à quel moment on peut trouver une convergence effective qui ménage les intérêts de chacun? Est-ce que c'est possible? Non, monsieur Bockman. Mais je suis sûr que vous avez des choses aussi à dire là-dessus. Je suis sûr que... Non, je crois que c'est possible, mais je crois que c'est un défi. Et c'est un peu le thème de mon intervention. C'est déjà dit que la Chine investit maintenant vraiment beaucoup dans les clean tech pour greening, une stratégie verte, une économie verte, ok, c'est le mot français. Et je crois que les Chinois savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ne savent pas, mais il faut aménager tout ça. Et je crois qu'un danger maintenant, et on le voit très bien dans les États-Unis, il y a beaucoup d'entreprises qui disent, bon, c'est la concurrence injuste, déloyale, c'est le mot français, je crois. Et il faut vraiment gérer tout ça. Et si on ne le fait pas, il y a vraiment, je crois, un danger que ça va peut-être exploser, et surtout parce que les États-Unis sont, comme professeur Aglietta a dit, ils sont dans une route en bas maintenant. Il faut gérer tout ça, c'est je crois, vraiment quelque chose de très important et quelque chose de très urgent. Et je suis complètement d'accord qu'il y a des choses comme
le chauffement de terre, réduire le charbon et tout ça, ça c'est vraiment la priorité dans les 10 ans qui viennent. Et peut-être pas les choses économiques que nous avons parlé, qui sont urgentes aussi, mais long terme, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. Il y a plein de tables rondes sur ce sujet pendant les GECO, rassurez-vous. Des questions dans la salle, je suis désolé, mais parce que je suis obligé de passer. Je voudrais quand même qu'il y ait le temps de... Ça va revenir, hein, vous inquiétez pas de toute façon. Je vois une main qui se dresse là, au milieu, dans la travée du milieu. Est-ce qu'il y a des micros? Où sont les micros? Ici. Ah, désolé, il y a Ici. quelqu'un qui a déjà un micro. Après vous passez là-bas. Il y en a un ici. Il y en a un là-bas à ma gauche. Monsieur. Je l'ai vu. Non? Où ça? Ici. Je vois rien. Oula, vous êtes très loin, c'est pour ça que je ne vous voyais pas. À l'autre bout. Dites-moi. Oui. Alors, un des intervenants a eu l'air de dire que l'émergence des pays venait de leur démographie. Alors que, pour moi, c'est c'est un danger à long terme. Peut-être qu'à l'origine, ça peut être un poussoir pour évoluer, mais à un moment, justement, comme on disait, les ressources de la Terre feront que ça ne pourra pas croître plus et qu'au contraire, ça sera une cause de complète remonter les uns contre les autres. Donc, pour moi, il ne faut pas oublier à côté de l'économique, le démographique. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée. Il y a effectivement un problème démographique majeur en Chine, parce que vous avez bien montré l'importance des populations, mais c'est vrai que le problème démographique chinois est massif, puisque le vieillissement de la population chinoise va connaître une accélération phénoménale du fait de la politique de l'enfant unique pendant de très longues années, qui fait que le vieillissement que nous on connaît, sur lequel on base des scénarios désagréables sur notre croissance, et en Chine il se déroulera bien plus vite et de façon très précoce. Est-ce que vous avez l'un ou l'autre un commentaire là-dessus, peut-être Michel Elietta, sur cet aspect-là? La question concernait pas seulement la Chine, je comprends bien, elle concernait le monde entier. Bon, la démographie, on le sait, on a dépassé 7 milliards de personnes sur Terre. On va vers 9 milliards d'ici 2050. Aujourd'hui, le problème le plus important, si vous voulez dire, aujourd'hui, compte tenu de la productivité agricole mondiale, qui est faible, et compte tenu de la rareté des terres qui se profile du fait de l'urbanisation d'une part, et du fait de certaines politiques, disons, de biocarburants qui détruisent massivement les terres agricoles. On n'a pas les moyens de nourrir, disons, les 9 milliards avec la productivité agricole d'aujourd'hui. Donc il y a un besoin d'une révolution agricole, essentiellement, probablement, surtout en Afrique, où il y a des gaspillages formidables, où le manque d'investissement en termes d'infrastructures et notamment en termes de maîtrise de l'eau et d'irrigation était très important. C'est là que sont les problèmes qui sont liés entre la démographie et l'écologie. Mais ce qu'il faut penser, c'est qu'on a les moyens, enfin il y a des moyens, il y aura une innovation considérable dans ces domaines-là. C'est pas par hasard si les prix des matières premières changent de trend et se mettent à monter, c'est que pour le coup le marché sert à quelque chose. Il y a une indication comme quoi des investissements massifs devront se faire dans l'agriculture et que ces investissements vont évidemment transformer profondément la productivité agricole, donc la répartition des populations, et que le processus de croissance est possible avec l'accroissement de la population mondiale. Bon, cela dit, et ça c'est tout à fait important, en particulier pour éviter des problèmes migratoires absolument ingérables, alors pour le coup. L'important c'est que toutes les régions du monde puissent se développer. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes migratoires s'il y a d'énormes régions du monde qui n'arrivent plus à nourrir leur population, qui en effet peuvent être des sources de guerre. Donc, ce problème-là est crucial, mais il faut le prendre comme ça. C'est-à-dire que dans la base d'une maîtrise de l'écologie, on peut et on doit faire des progrès de productivité considérables qui permettent de transformer les modes de consommation de la population mondiale et de faire continuer le progrès. Ceci est tout à fait essentiel. Est-ce que la personne à gauche... Ah oui, ça y est, vous avez un micro là. Oui, merci.
Ma question se rapporte en fait au thème de la conférence, les pays émergents, mais malheureusement les statistiques, les chiffres qu'on a vus portent plus sur au fait des zones géographiques, hein, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, alors qu'à l'intérieur au fait de ces zones, les groupes de pays sont très hétérogènes. Et j'aurais aimé savoir, en fait, si pour l'Asie, on sait que la Chine, c'est un pays émergent, en Amérique latine, le Brésil, le Mexique. Pour l'Afrique, M. Zlotowski, vous avez cité l'Égypte et tout ça. J'aurais aimé savoir quels sont, en fait, ces pays émergents, surtout à la projection de 2050, dont le professeur Aglietta nous a parlé justement, de l'Afrique. Quels sont les pays qui vont émerger à cet horizon au niveau de l'Afrique? Merci. M. Zlotowski. En fait, le concept de pays émergent, c'est un concept qui est très trompeur. C'est un concept qui a été inventé pour les marchés financiers. Il a été inventé pour le Mexique. Et c'est parce que le Mexique a été le premier pays, je crois, à émettre des bonds internationaux en peso, qu'on a inventé ce concept de pays émergent. Donc c'est un concept financier. En fait, il ne veut rien dire du tout, concrètement. Donc qu'est-ce que c'est qu'un pays émergent? Un pays émergent, c'est un pays qui a donc, un certain PIB par tête, donc un certain développement de ses institutions. Je pense que la dimension institutionnelle, elle est fondamentale. Donc, à cet égard, il y a une grande différence entre le Laos et l'Indonésie. Voilà. Donc, il y a des pays qui sont... Et donc, il y a des questions, évidemment, donc de pauvreté, d'accès aux soins basiques, etc., d'alphabétisation, qui sont aussi des dimensions type indice de développement humain qui sont dans cette logique émergente. Donc vous avez raison, il y a des pays extrêmement hétérogènes dans cet énorme vocable qu'on appelle les pays émergents, mais dans nos données, effectivement, quand on agrège toutes les régions, on agrège tous les pays, et effectivement, dans ces pays, il y a des pays qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais même si vous voulez, quand vous prenez à grand pays émergent égal, enfin, quand vous prenez par exemple aujourd'hui la problématique de la Turquie, n'a strictement rien à voir avec la problématique de la Russie. Vous prenez les BRICS. Aujourd'hui, la problématique de la Russie n'a strictement rien à voir avec la problématique de l'Inde, qui sont des économies, l'Inde et la Chine sont des économies industrielles. La Russie est une économie rentière qui doit gérer sa rente, c'est très compliqué pour elle. Voilà, donc les pays émergents sont par essence complètement hétérogènes. Et par ailleurs, moi je sens, quand on parle de pays émergents, qu'il n'y a pas réellement d'unité entre eux. C'est-à-dire qu'on a inventé ce vocable de pays émergents, mais leur capacité à se mobiliser comme force de propositions sur la régulation financière, sur les grandes questions de la régulation mondiale, est relativement limitée par rapport à leur poids financier. Par exemple, j'étais très étonné de voir que sur l'histoire du directeur du FMI, que les pays émergents n'aient pas pu se mettre d'accord sur un nom, alors qu'il y avait des candidatures extraordinaires, et que finalement, une fois de plus, les Européens ont réussi à placer Madame Lagarde, tant mieux pour nous, mais c'est extraordinaire de voir que les pays émergents n'arrivent pas encore à se constituer comme vraiment un acteur énorme, parce que probablement du fait de leur hétérogénéité et de leur fait de leurs intérêts qui ne sont pas forcément compatibles. Merci. Et encore une question, voilà, le micro se promène là-bas. Allez-y. Bonjour, Alexis Le Cerf, en classe prépa au lycée Ampère de Lyon. Ma question s'adresse à Monsieur Ruet. Vous avez dit dans votre intervention qu'il existait depuis les dernières années une multiplication des accords de partenariat entre les entreprises des Suds et des Nord. Or, M. Aglietta a affirmé plusieurs fois dans son analyse que la distinction entre Nord et Sud était devenue obsolète et qu'elle devait être abandonnée. Ma question est donc, comment expliquer que cette distinction entre les Nord et les Sud reste valable dans votre analyse sur les partenariats entre les entreprises aujourd'hui? S'agit-il d'un problème de vocabulaire ou est-ce une distinction qui reste encore valable pour vous? Oui, merci de la question. Dans le contexte des journées de l'économie, c'est évidemment histoire de faire simple, court et rapide. En revanche, donc pour être clair, il y a de moins en moins de nord et de moins en moins de nord et de moins en moins de sud, et c'est ça qui est intéressant dans l'émergence, c'est qu'il y a des sociétés, il y a des entreprises qui sont très 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 diverses dans les anciens Suds, des sociétés, donc non seulement des entreprises, mais des sociétés aussi. Et l'hétérogénéité qui a été mentionnée, pour moi, c'est une force, c'est un avantage. Quand des entreprises de ces économies-là travaillent entre elles, ça leur permet aussi d'être contracycliques, ça leur permet d'innover, d'inventer. Bref, elles ont un modèle qui est beaucoup moins pensée unique et beaucoup moins
j'allais dire, passé par le moule du Fordisme que dans les anciens Nord. Donc, pour répondre, il y a de moins en moins de distinctions Nord et Sud, il y a de plus en plus d'interpénétration, mais en revanche, il y a encore une histoire qui est liée à ça. Et dans les anciennes économies du Nord, on reste malgré tout avec des sociétés qui sont très homogènes, ou alors on est exclu. Il y a un moule. Si on n'a pas les ressources, les capacités de ressources humaines, etc., pour se conformer à ce moule, on est exclu. Et dans les économies, ou les pays, les sociétés, les économies émergentes, il y a d'innombrables inégalités économiques, bien sûr, mais il y a quelque chose de très inclusif, finalement, et de très, très partenarial. Donc je pense que c'est une question, au-delà des termes, c'est vraiment une question de fond. Merci. Voilà, encore une question qui sera la dernière. Bonjour. Le temps est déjà passé. Lucas Mesquita, étudiant en Master Finance à Lyon 2. Ma question est assez simple. En fait, je voulais simplement savoir si la Chine n'allait pas finir comme le Japon. Parce qu'on a nombre de points communs qui sont assez troublants et que M. Aglietta notamment a mis en avant. Du point de vue social, on a des problèmes démographiques et des problèmes inégalitaires avec un coefficient de Gini encore assez important. Du point de vue économique, on a une monnaie sous-évaluée, une économie qu'on peut qualifier en surchauffe puisqu'on a une forte inflation et des taux d'investissement tels que peu à peu les capacités de production deviennent sous-utilisées. Et enfin, par-dessus ça, vous saupoudrez un peu de problèmes financiers avec une bulle immobilière en cours, voire une bulle boursière. Et en plus de ça, des banques régionales qui sont criblées de créances douteuses. Donc est-ce que, avec un choc exogène, la Chine ne va pas finir tout simplement comme le Japon? Vous voulez répondre, M. Aglietta? Bon, je dirais non, disons, s'il s'agissait de faire une réponse très liminaire. C'est complètement géré différemment. Hein. C'est-à-dire que ce qui a créé ce problème japonais, c'est le piège de la libéralisation financière et de l'énorme appréciation du yen que ça a entraîné, qui a provoqué une crise absolument gigantesque de toutes les finances publiques qui n'avait pas été gérée parce que les Japonais ne s'étaient pas adaptés progressivement à ce processus. D'une part, la Chine ne fera certainement pas en ce qui concerne le change et la libération des capitaux la même erreur, ça c'est absolument sûr. C'est pour ça qu'ils internationalisent leur monnaie par la place offshore de Hong Kong et pas du tout par l'intérieur de la Chine. Donc l'autre élément qui apparaît très intéressant, parce que si vous regardez les flux de capitaux entrant en Chine, en termes d'intensité, ils sont importants, il y a une croissance. Sauf que ce n'est pas de la haute monnaie. Ce n'est pas des mouvements de capitaux entrant, sortant, etc. Du fait du contrôle du système financier domestique, les flux de capitaux sont orientés essentiellement vers le long terme, c'est-à-dire vers l'investissement direct, vers un peu d'investissement de portefeuille, mais pas du tout vers ce qui peut menacer la gestion macroéconomique du pays. Autre élément important, bien sûr, il y a, comme vous semblez bien connaître un certain nombre de choses, mais c'est en cours de gestion, hein. C'est-à-dire la commission bancaire chinoise, si vous voulez, oblige les banques à aller au-delà de Bâle III, c'est-à-dire à faire, disons, des soutiens en capitaux propres très importants, plus importants que ce qu'impose Bâle III. Si vous voulez, le montant des dettes dangereuses qui sont liées au phénomène qui ont été liées au phénomène du plan de relance pour les collectivités locales a été identifié et est en train d'être en cours de résolution. Et notamment, innovation très importante que j'appelais de mes voeux dès un article de 2007, la Chine est en train d'expérimenter un marché des titres de long terme des collectivités locales, comme ils le font toujours. 2 villes, 2 provinces aujourd'hui, ça va être généralisé probablement ensuite, ce qui permettra de contrôler les budgets des collectivités locales en contrepartie d'un marché des capitaux qui, lui, sera transparent et qui permettra aux gros investisseurs institutionnels chinois de pouvoir, si vous voulez, trouver une diversification domestique. Donc, la transformation du système financier est tout à fait non seulement pensée, mais en cours, en quelque sorte. Les autres éléments sont plus compliqués. Tout ce qui concerne la répartition des revenus et ce qui concerne
nouvelles lois fiscales sont des choses qui, à mon avis, attendent le changement de pouvoir politique, c'est-à-dire le passage de relais à la génération qui arrive, et ne se feront pas avant 2013. Merci. Joël Rouet, vous voulez également répondre sur cette question? Oui, merci. C'est une bonne question de comparer des pays et de comparer des trajectoires. Bon, j'allais dire, si on voulait plaisanter, on pourrait dire les Chinois seraient très contents d'atteindre le niveau de développement économique du Japon. Ils observent le Japon, ils regardent ce qu'ont été les stratégies industrielles japonaises. Simplement, les deux pays sont extrêmement différents et ils sont rentrés dans l'économie mondiale à des époques extrêmement différentes. Pour faire très simple, le Japon a d'abord créé une société de classe moyenne très cohésive, très homogène. C'est important, les sociétés. L'industrie, c'est intéressant, mais la politique et les sociétés, c'est extrêmement important. Lorsque le Japon a connu son essor, ça a d'abord été dans un premier temps sur un modèle très auto-centré, dans lequel on a amené l'ensemble d'une classe moyenne à un niveau de consommation, et ensuite, ils ont exporté. La Chine, pour faire simple, quand ils sont sortis de la période communiste, a fait rigoureusement l'inverse. Ils ont commencé à exporter, ils ont commencé à développer certaines régions, certaines provinces, et à créer une société très vite, au bout de 5 ans de réforme, on va dire, très vite extrêmement inégalitaire. Bon, et ils ont fait ça, pas simplement parce que l'État, la culture n'est pas le même, simplement parce que l'économie mondiale avait changé. À l'époque, vous exportiez ou vous importiez des produits finis ou quasiment finis. Aujourd'hui, un iPhone ou une voiture est préassemblé, sourcé, préassemblé, assemblé dans différents pays du monde. La Chine s'est positionnée dans l'économie mondiale de manière extrêmement différente. Donc c'est extrêmement difficile sur le plan industriel de comparer. Et c'est là l'un des vrais problèmes de durabilité, de soutenabilité de la Chine, c'est qu'elle a été obligée de s'insérer dans l'économie mondiale avant d'avoir une classe moyenne homogène et avant d'avoir des équilibres de développement. Et ça, soit dit en passant, c'est extrêmement important sur la durabilité environnementale aussi. Je remercie la personne qui a posé la question, parce que effectivement le marché peut régler un certain nombre de problèmes. Alors sur les matières premières, c'est plus cher, on va plus recycler, etc. Très bien. Y a d'autres enjeux environnementaux sur lesquels le modèle japonais n'est absolument pas durable si on le transpose à la Chine. C'est la biodiversité, c'est le climat, c'est des choses comme ça. Et de ce point de vue-là, faut-il être positif ou inquiet? Je terminerai par ça. Ce qu'on constate, c'est qu'en effet, sur les 7 technologies frontières de la Chine, quasiment l'ensemble, c'est des technologies vertes. Mais la Chine reste encore, j'allais dire, dans l'ancien modèle du consensus de Washington. La Chine veut développer un capitalisme vert. Très bien. Alors, il y aura des voitures propres, il y aura du nucléaire propre, excusez-moi. Il y aura des choses comme ça, vous voyez. Mais la question de l'investissement dans les biens publics mondiaux, dans la biodiversité, dans le changement climatique, n'est pas traitée sur une manière collective. Et là aussi, les enjeux d'évolution. Autant le Japon pouvait prendre des décisions, et il en a pris des mauvaises, Michel Aglietta le rappelait, mais le Japon pouvait prendre des décisions tout seul qui n'impactaient pas le reste du monde, il faut être honnête, autant la Chine ne peut pas le faire aujourd'hui. Et ça, il faut vraiment le faire ensemble. Et c'est peut-être pas le mauvais moment de le faire, parce que toute cette liquidité qui existe, qui a été créée, qui ne sert à rien, qui a été macroéconomiquement utile pour que ce ne soit pas la catastrophe pendant quelques années, ne peut se résorber que par l'inflation ou par l'investissement. Autant que ça s'investisse ensemble, collectivement, là où le monde en a besoin, c'est-à-dire en particulier en Chine, en particulier au Japon ou dans nos pays pour relancer l'économie, et dans les biens publics mondiaux. Moi, je crois qu'on a un intérêt fondamental à travailler ensemble, et qu'à l'époque des années 80, quand le Japon se posait ses propres questions, il se les posait tout seul. La Chine a compris qu'elle doit se les poser avec le reste du monde. Donc je suis optimiste. Acceptons-en l'augure. Merci. C'est la règle du jeu des GECO. Il faut donner la place à la conférence suivante. Je vous remercie de votre attention.